Chapitre 6. La situation empira au cours de l'été. Après avoir encerclé les rues misérables du vieux quartier juif d'Amsterdam, les soldats arrêtèrent 400 juifs qu'ils entassèrent dans des camions. Ensuite, on les embarqua dans des trains et ils disparurent. Le soir, Anna vérifiait 2 fois si la porte était bien fermée. Elle vivait dans la terreur des coups frappés en pleine nuit. Pendant la journée, on entendait rugir les avions de Hitler. Par mesure de représailles, la Luftwaffe attaquait massivement l'Angleterre. Quand Anna et Ilse se rendaient à la synagogue, elles voyaient des nuées de pigeons s'envoler dès que vrombissaient les bombardiers. Ceux-ci passaient au-dessus des nuages épais qui couvraient souvent le ciel d'Amsterdam. Chaque semaine, M. Goslar découvrait dans le journal de nouvelles lois anti-juives. Pour épargner Anna, il s'abstenait de tout commentaire. Le soir, il discutait à voix basse avec sa femme de ces nouvelles injustices. Il oubliait que ces mêmes décrets étaient placardés dans les rues où Anna les voyait. Les comptes en banque des Juifs étaient bloqués. On arrêtait arbitrairement tous les individus, juifs et non-juifs, qui s'opposaient au régime nazi. Ils étaient tabassés et insultés. Par une chaude soirée, toute la famille était à table avec Irma et les grands-parents. Madame Goslar servait des pâtes à la margarine puisque le beurre était devenu introuvable. Il était impossible de cacher plus longtemps à Anna la gravité de la situation. Selon la dernière loi en vigueur, les Juifs étaient autorisés à faire leurs courses uniquement de 3 heures à 5 heures de l'après-midi, quand tous les produits frais avaient déjà disparu. Puis, le rationnement commença. On ne pouvait plus acheter que de très petites quantités en échange de tickets d'alimentation. Madame Goslar avait du mal à préparer des repas décents pour sa famille. Parfois, elle était même trop fatiguée pour sortir. Sa grossesse approchait de son terme et elle se sentait très lasse. Elle envoyait souvent Anna faire les courses à sa place. Un jour, alors que Anna revenait de chez le marchand de légumes en avançant sur les pavés familiers disposés en chevrons, un couple âgé qu'elle connaissait de vue se fit arrêter sous ses yeux. Juste avant la guerre, ces gens avaient dépensé la totalité de leurs économies pour organiser le départ en Amérique de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils étaient restés seuls et sans le sou. « Vos papiers !» aboya un soldat. Les passants traversèrent la rue ou s'éloignèrent en hâte. Qu'allait faire l'Allemand quand il verrait le J de Juifs imprimé sur leur carte d'identité ? « Suivez-moi !» cria-t-il après avoir examiné leurs papiers. Il poussa le couple vers un camion. Comme le vieil homme n'avançait pas assez vite à son gré, il le frappa en pleine figure, faisant voler ses lunettes. Anna resta pétrifiée. Elle était blême, les jambes tremblantes, le cœur battant. Si seulement sa famille et tous les Juifs pouvaient fuir tant qu'il était encore temps. Quelques semaines plus tard, les Allemands commencèrent à opérer des rafles surprises, des razzias. Non seulement dans le vieux quartier pauvre d'Amsterdam, mais également dans le sud de la ville, là où vivaient les Goslar. Le père de Anna apprit l'arrestation d'une famille qu'il avait connue à la synagogue. On les avait séparés les uns des autres avant de les déporter comme des esclaves. « Et si je me retrouvais séparée de papa et maman ?» songeait Anna terrifiée. Sa mère lui raconta que les Juifs qui tenaient la boulangerie avaient tenté de fuir, mais on les avait rattrapés. Les gens de l'étage au-dessus étaient à la recherche d'une cachette, une adresse sûre. Une adresse sûre, c'est un endroit protégé par des Hollandais qui acceptaient de risquer leur vie pour aider les Juifs. Madame Goslar se désolait que les Francs ne les aient pas emmenés avec eux. La semaine suivante, M. Goslar rentra chez lui, presque joyeux. « Regardez !» dit-il en montrant des documents couverts de tampons officiels. « J'ai eu de la chance. J'ai réussi à obtenir des passeports sud-américains. » Anna était éberluée. « Nous allons peut-être enfin pouvoir quitter l'Europe pour aller au Paraguay. » Devant l'air ahuri de Anna, il alla chercher un atlas dans la bibliothèque.
S'arrêtant sur une carte, il désigna un pays en plein centre de l'Amérique latine, dont la capitale s'appelait Asunción. Au cas où on te poserait la question, tu dois au moins connaître le nom de la capitale. Puis, il sortit un autre document d'allure officielle en expliquant que, grâce à la position élevée qu'il occupait autrefois en Allemagne, il se trouvait en haut des listes palestines pour émigrer vers la Terre sainte. Il existait plus de 40 listes, et ils étaient sur la 2e. « J'ai besoin d'un café !» s'exclama madame Gosselin avec exubérance. Tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine pour lui en préparer une tasse avec le reste de vrai café qu'on gardait pour une grande occasion, Anna l'entendit, pour la première fois depuis belle lurette, siffler un air de son concerto de Beethoven préféré.